février 1773, sa nouvelle étape l'emmène ainsi au cœur de la Bourgogne, à la recherche de la mystérieuse civilisation dite du Banquet, du nom du bois où furent retrouvés en 1758 d'étranges objets rituels, apparemment très anciens. Ces objets, d'après la description faite par Anne-Claude de Caylus dans son ouvrage Recueil d'antiquités bourguignonnes, se rapprochent étonnamment des mystérieux objets retrouvés aux environs de 1740 dans le Jutland danois, et attribués à une civilisation éteinte appelée peuple de Tolund. Présentant un lien entre ces deux peuples pourtant si distants, ce qui confirmerait l'existence d'une civilisation d'échelle européenne à une époque pré-romaine, Andreas décide d'aller sur place examiner les objets retrouvés et conduire de nouvelles fouilles dans le bois du Banquet. Le 2 février 1773, un fin grésil l'accueille à la vue des premiers contreforts du Morvan, dans la chaise de poste qui l'emmène vers Avallon. Les chemins, rendus très mauvais par d'importantes précipitations, rendent impossible la circulation des attelages. Et c'est seul à cheval qu'Andreas devra se rendre d'Avallon à Mer. Après une dernière nuit passée en ville, il s'engage au petit matin en direction de Lorme. Le sentier quitte la ville vers le sud, et les bois sombres se referment bientôt sur lui. La nature, endormie par l'hiver, ne comble pas sa curiosité de naturaliste. Ici, nul lierre mystérieux ne se présente à ses yeux, et les animaux se cachent dans la profondeur des bois immenses et inaccessibles. Un seul village marquera sa route jusqu'à Lorme. À Saint-André, il découvre quelques misérables masures et des habitants souffrant de malnutrition. Il se fait servir, moyennant forte contribution, une nourriture infâme qu'il peine à avaler. Il ne comprend aucun des habitants, qui parlent un patois très éloigné du français qu'il a appris en Allemagne, auprès de l'abbé Meyer. C'est le ventre vide qu'il reprend la route sombre et boueuse. Son esprit divague et il se remémore ses rencontres parisiennes. Lui vient tout particulièrement en tête le visage de Marianne de Borda, la fille du célèbre savant Jean-Charles de Borda, alors absent de Paris pour cause de voyage aux Antilles. Andreas n'avait jamais rencontré une telle jeune personne en Allemagne. La jeune fille de 18 ans se révéla d'une vive intelligence et d'une liberté d'esprit étonnante, conséquence d'une éducation très libérale et d'absence paternelle très fréquente. Dans la forêt profonde et déserte, il s'imagine la croiser par hasard, au détour d'un chemin. Une telle rencontre serait bien entendu impossible, mais à chaque tournant, il espère quand même voir surgir Marianne, et derrière chaque arbre et chaque rocher se cache la jeune fille. Que pourrait-elle bien faire ici?
Il s'invente quelques explications peu plausibles. La visite d'un parent mourant. Ou bien il la croiserait courant dans les bois, fuyant une secte hérétique qui l'aurait enlevé dans le but d'odieux sacrifices. Il se proposerait alors de la ramener bien au chaud à Paris, et pourrait à la rigueur remettre ses explorations Morvandel à plus tard. Le village de Lorme tarde à apparaître. Andreas se serait-il perdu dans ses divagations? Avec l'altitude, le froid se renforce et le paysage se révèle de plus en plus enneigé. Marianne est loin, et il n'y a que de la neige sur des arbres, de la neige sur des rochers, de la neige sur le sol. Marianne sort de la neige et apparaît à Andreas. En venant rendre visite à un parent mourant, elle a été faite prisonnière par une secte hérétique installée dans la région, non loin de Lorme. Haletante, elle raconte son évasion, pour laquelle elle a dû se transformer en un mince tapis de neige d'1 pouce d'épaisseur. Le plus difficile fut de se déplacer sous cette forme sur environ 5 lieues. Andreas se propose de la raccompagner à Avalon sur son cheval, mais Marianne peine à retrouver sa forme primitive, et son aspect oscille tantôt entre celui d'une jeune fille humaine de 18 ans et celui d'un tas de neige dans la forêt. Andreas lui demande s'il peut éventuellement ramasser la neige qui la constitue et la transporter dans sa gourde. Mais Marianne reste alors désespérément neige et ne retrouve plus du tout sa forme humaine. Désemparé, Andreas tente de ramasser la neige, mais sa gourde se révèle trop petite. Paniqué, il se retourne vers le reste du tas pour y reverser le contenu de sa gourde, mais il tombe alors de tout son long sur le tas qui l'écrabouille définitivement. Il marque l'emplacement du tas d'un monticule de pierre, et reprend la route de l'Orme, ébranlé par cette rencontre.
Il atteint le petit bourg à la tombée de la nuit. Un villageois, parlant un très bon français malgré son aspect débraillé, lui propose une chambre à louer pour la nuit dans la maison qu'il partage avec sa sœur. L'homme lui semble honnête et droit, et il décide de le suivre afin de s'épargner la recherche d'une auberge dans le bourg. Il s'appelle Simon, et sa sœur Edwidge. Elle est professeure à l'école paroissiale, et lui est sans emploi, vivant au crochet de sa sœur malgré son apparente érudition. À table, Simon se lance dans un interminable monologue comparant la vie à la campagne avec la vie à la ville, où il a vécu, ce qui explique son langage soutenu. Son explication est sibylline, et Andreas peine à savoir quel est exactement son point de vue. Il change de sujet et interroge Simon sur le bois du banquet et les objets qu'on y a trouvés. Simon commence alors à expliquer à Andreas que d'étranges cérémonies ont encore lieu là-bas, à intervalles réguliers, impliquant de nombreux morvandiaux en désaccord avec la religion du Christ. Les hommes se réunissent certaines nuits à un endroit très précis du bois, où se trouverait un étrange panneau de bois, fixé sur un poteau planté dans le sol, et comportant de nombreux signes et inscriptions, ainsi que des dessins d'une beauté inouïe. Simon ne sait par contre rien sur les mystérieux cylindres métalliques retrouvés par De Caylus. Et il n'a personnellement jamais pu assister à une de ces cérémonies, étant étranger au village. Tout à l'écoute de son hôte, Andreas ne s'aperçoit pas qu'il boit régulièrement à sa gourde la neige fondue qu'elle contient.
Le lendemain, Andreas reprend la route en direction de Mer, émoustillé par les révélations de Simon, et pressé de commencer ses recherches. Il atteint rapidement Vauclé, et quelques instants plus tard, il pénètre sur la place de Mer. Ce qu'il identifie comme la colline du banquet se dresse droit devant lui. Le village semble désert, personne ne venant à sa rencontre. Mettant pied à terre, Andreas urine contre un des arbres de la place quand il reçoit un caillou dans son dos. Se retournant pour identifier son agresseur, il voit qu'il ne s'agit que d'un enfant, mais celui-ci a un comportement des plus étranges. La bave lui vient aux lèvres, et il se roule bientôt au sol en poussant d'horribles grognements. Une vieille femme surgit alors d'une des maisons et tente de l'immobiliser au sol. Mais sa force est spectaculaire, et il projette la vieille femme à plusieurs mètres de là. Un solide moustachu sort à son tour de la maison, armé d'une hache, et sans un instant d'hésitation, il tranche d'un coup la tête de l'enfant, qui, et Andreas ne s'en rend compte que maintenant, n'était pas un enfant, mais un très gros lapin. Le moustachu vient alors à sa rencontre, un grand sourire aux lèvres. Andreas s'enquiert des possibilités de logement touristique dans le village. Et il se trouve que notre homme est propriétaire d'une chambre coquette, avec vue sur la place, dans la seule maison bourgeoise qui l'aborde. Andreas s'installe dans sa chambre et prépare ses recherches, tandis qu'en cuisine, on s'active à préparer le lapin, qui pourra au final nourrir une bonne dizaine de personnes. Il est environ 14 heures, et malgré son impatience, Andreas remet sa première visite du bois du banquet au lendemain. Mais il s'en va visiter le curé, qui d'après De Caylus garde chez lui plusieurs des objets retrouvés lors des fouilles précédentes. Sa maison paraît abandonnée.
De retour chez son hôte, il s'enquiert de la situation. Il se trouve que le prêtre est mort il y a plusieurs mois, que le village se retrouve sans curé et qu'un laïc du village le remplace depuis son décès. La visite à ce laïc n'apprend rien à Andreas, car il n'a jamais entendu parler de ces objets, ni de fouilles ou de cérémonies dans le bois du banquet. Ensemble, ils visitent la maison de l'ancien curé ainsi que la petite église, mais ne retrouvent aucune trace des objets et aucun document ne les mentionnant. Andreas est très préoccupé, car le curé était son seul contact viable au village. Il ne dispose désormais que d'un plan, exécuté par De Caylus pour retrouver l'endroit exact des premières fouilles, qui ont eu lieu il y a déjà 15 ans. Le reste de sa journée est consacré à réunir divers outils destinés aux fouilles. Après avoir mangé de ce succulent lapin géant, il va faire dodo. Le lendemain matin, Andreas se dirige enfin vers le bois du banquet.
accompagné de son cheval transportant son équipement. Mais dès la première intersection, il s'aperçoit que la carte de Caylus est erronée. Suivant son instinct, il décide de se diriger vers le sommet de la colline, qu'il atteint après une petite heure de marche. Ce sommet étant boisé, Andreas ne peut pas profiter du point de vue sur le Morvan enneigé. Il grimpe à l'un des arbres pour mieux se repérer et éventuellement localiser la clairière indiquée sur le plan. Mais les arbres, pourtant nus, ne laissent rien deviner. Il se dirige alors vers l'est. En s'enfonçant dans le sombre vallon, le paysage se fait de plus en plus étrange et la lumière se fait de plus en plus rare. Le brouillard s'épaissit très rapidement et devient presque opaque. Il évolue dans un univers ouaté qui évoque un rêve éveillé. Des formes bizarres apparaissent sur l'écran du brouillard, ce qui l'attribue à un étonnant phénomène de persistance rétinienne. De plus en plus perturbé, suintant et se sentant au bord du malaise, il s'allonge sur le sol, les oreilles harcelées par d'insistants bruits à queue. Il ferme les yeux et reste là 1 minute ou 1 heure, à regarder des vies inconnues se dérouler sur ses paupières. Le soleil brille à nouveau, et la forêt infinie l'entoure silencieusement. Il se souvient à peine des visions qui viennent de le traverser, mais il est habité par une intuition très précise. Il est désormais persuadé qu'il doit renoncer à ses recherches ici, que la forêt ne lui livrera rien de plus que ce qu'il vient de voir. Il se dirige alors lentement vers le village, et le soleil réchauffe son corps.
Il n'est même pas midi quand il arrive sur la place. Il fait ses adieux et prend le chemin de l'Orme. À l'Orme, Simon lui avoue que ses révélations sur les cérémonies du bois du banquet n'étaient que des mensonges, inventés pour se rendre intéressant. Andreas lui pardonne bien volontiers autour d'une bonne bouteille de vin. La soirée suit son cours, lorsque bien échauffé par l'alcool, Andreas commence à invectiver De Caylus, comme s'il était dans la pièce, et jette son plan au feu après l'avoir déchiré. Le lendemain, c'est avec un sérieux mal de crâne qu'il reprend la route d'Avalon. Le soleil brille encore, et la neige se fait plus rare, jusqu'à disparaître complètement du paysage. Au détour du sentier, son regard se porte tout à coup sur le monticule de pierre qu'il a déposé il y a 2 jours. Il porte alors la main à sa gourde, et il découvre que Simon l'a remplie de vin pour son voyage.